Je me présente, je suis Michael Bidot, directeur de l'ingénierie des connaissances pour l'association Ville Internet. Parmi mes missions, je pilote la plateforme Atlas, qui est la plateforme qui permet la participation au label et le partage d'expériences entre les collectivités du réseau. Aujourd'hui, on va partager des expériences locales ensemble en matière d'intelligence artificielle et puis on va faire un lancement symbolique de la participation au label qui a commencé au début du mois de mai. Donc, je vais rappeler un petit peu le b.a.-ba de la participation dans la deuxième moitié de ce webinaire. Je vais commencer par présenter brièvement Ville Internet. C'est une association transpolitique au service des collectivités françaises qui regroupe des communes et des intercommunalités de toute taille et de toutes les régions françaises. Donc, ces collectivités partagent ensemble leurs expériences de politique publique numérique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer, développer le partage d'un numérique souverain, éthique et inclusif au service des territoires et des citoyens. C'est une association qui a plus de 25 ans, avec des enjeux de l'Internet vers le numérique qui ont beaucoup évolué au fil de ces années. Et on est heureux de vous avoir présent aujourd'hui pour avancer sur ces questions et avoir un petit peu de réflexivité et d'échange entre pairs. Depuis 3 ans maintenant, les travaux du Congrès des élus numériques ont permis de faire émerger 4 thématiques fortes, 4 engagements qui structurent aujourd'hui nos actions. Donc, je vous laisse en prendre connaissance pour ceux qui connaissent pas déjà les 4 engagements de l'association. Aujourd'hui, on va parler d'IA. Et vous pouvez constater que il n'y a pas parmi ces 4 blocs-là un bloc intelligence artificielle dans les engagements de l'association. C'est tout simplement parce que c'est une question technologique qui est assez transversale. Alors, plutôt que de vous faire par le menu les 4 engagements de l'association, on va faire le petit exercice de l'IA au sein de ces sujets. Donc, pour l'égalité d'accès au numérique, l'IA elle peut faciliter des usages en simplifiant les parcours utilisateurs des citoyens. Mais c'est aussi un risque puisqu'elle peut creuser, elle creuse les inégalités entre les publics selon leur agilité avec les outils numériques. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie de citoyen, le fait d'être à l'aise ou pas avec les outils numériques, l'accélération en termes de capacitation que permet l'IA, c'est quelque chose qui peut encore creuser les écarts. Pour la transition écologique, bien sûr, l'IA pose une vraie problématique hein, avec la course à la data et à la puissance de calcul, notamment avec le coût énergétique de l'entraînement des grands modèles de langage. Et au contraire, il y a certaines pistes de facilitation des économies d'énergie, par exemple avec le pilotage de l'éclairage public ou des analyses pour le chauffage des bâtiments. Et dans les réflexions et les sujets suivis par l'association, il y a l'incitation à faire des évolutions vers un plus grand nombre d'IA génératives qui soient frugales et spécialisées pour pas systématiquement enfoncer des clous avec des marteaux-piqueurs quand c'est pas nécessaire. Euh, pour le pilotage des services numériques avec les collectivités locales, donc ça, c'est un engagement qui est autour des notions de budget, de coûts de fonctionnement, d'achat groupé, de coopération intercommunale. Et donc là, bien sûr, l'IA a sa place en termes d'aide à la décision, de tableau de bord, de pilotage, et aussi parce que c'est une question qui devient de plus en plus fondamentale sur la structuration des systèmes d'information. Donc c'est plutôt sous l'angle de cet engagement qu'on va dresser un panorama des actions IA aujourd'hui. Et enfin, pour la prévention des risques numériques, ben, effectivement, là aussi, l'IA est un sujet. Donc, il y a des mésusages ou de la mésinformation qui peuvent être liés aux outils IA, hein. On peut penser au deepfake, on peut penser au fait pour un utilisateur de pas bien comprendre pourquoi la réponse donnée par le chat est hallucinée. Il y a des utilisations de l'IA en matière de cybersécurité autant qu'en cybercriminalité. Je vous apprends rien. Et bien sûr, bah, il y a les enjeux sous-jacents de protection des données, donc en fonction de l'IA qu'on utilise et des données qui sont utilisées, toujours là les questions d'identification de données, qu'elles soient publiques, sensibles ou personnelles entre les deux, le fait de se poser la question de l'utiliser ou pas l'IA et de laquelle choisir va pouvoir se poser.
Donc voilà pour les 4 engagements de l'association. Et pour revenir aux actions que l'association mène concrètement, voir ce que Ville Internet permet aux collectivités du réseau. Donc d'abord de bénéficier d'une veille active. Donc l'Atlas, la plateforme Atlas, c'est un observatoire des actions numériques publié par les collectivités et c'est aussi un annuaire des acteurs du numérique citoyen. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, c'est cet exercice de partager des expériences en matière d'IA issues de ces actions publiées sur la plateforme Atlas par des acteurs publics. L'association permet aussi de s'auto-évaluer et de se comparer en mettant à disposition un référentiel de 145 services qui sont des catégories d'usage numérique dans les collectivités. Donc, il y a des outils de visualisation pour pouvoir analyser sa politique publique numérique et penser les évolutions stratégiques de la municipalité ou de l'intercommunalité. Donc ça, vous allez voir plutôt dans la deuxième partie du webinaire avec la présentation au label comment ça se constitue. C'est une acculturation aux enjeux du numérique. Donc là, aparté, c'est une nouveauté qui est déployée depuis ce mois-ci, un cursus d'atelier sur votre écosystème, vos enjeux et vos projets numériques à travers d'événements qui vont être organisés localement dans les territoires. Ça, c'est Antonin Offer dans l'équipe Ville Internet qui porte ce projet. Vous pouvez revenir vers lui si ce sujet vous intéresse. Euh, le but également, c'est de valoriser les initiatives. Alors, le numérique, il n'est pas toujours bien visible dans l'espace public. Il y a plein de choses qui sont faites dans les collectivités. Tout ce qui marche, on n'en parle pas. On voit surtout quand ça marche pas. Là, à contrario, un des rôles de l'association, c'est de valoriser ce qui est réalisé par les collectivités pour motiver les équipes dans les services, pour pouvoir donner une visibilité à la politique publique numérique des élus. Et donc, ça, bien sûr, ça passe par le label territoire, ville et village Internet. Également aujourd'hui, on propose un service de synthèse stratégique qui peut faire parler vos données pour pouvoir mieux élaborer la stratégie interne dans la collectivité et communiquer auprès des habitants sur le catalogue de services numériques municipaux. Donc ça, c'est moi qui porte ce projet et je suis à votre disposition pour en parler à une autre occasion. Euh, L'association permet de faire réseau. Rejoindre l'association, c'est rejoindre un réseau d'acteurs publics engagés pour un numérique plus citoyen, éthique, souverain, inclusif, et donc d'échanger l'expérience, de mettre en commun des propositions en dialogue avec l'État et les décideurs. Donc le moment phare de ce réseau, c'est le Congrès national des élus numériques. Donc la prochaine édition, ce sera à Fontenay-sous-Bois, en Île-de-France, les 28 et 29 janvier 2027. Et bien sûr, il y a un accompagnement au quotidien des collectivités. Et donc, si vous êtes membre, vous disposez désormais d'un contact référent personnalisé dans l'équipe Ville Internet. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Vous retrouvez ses coordonnées sur la plateforme Atlas. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long pour le préambule, mais c'est toujours bien de donner le contexte. On va donc pouvoir passer à ce panorama Atlas des actions IA dans les collectivités. Euh, Donc aujourd'hui, l'IA, elle est scrutée dans tous les secteurs, hein, que ce soit pour les entreprises ou les pouvoirs publics. Au congrès des élus numériques en janvier dernier, on avait notamment suivi le baromètre de l'Observatoire Data Publica avec une présentation de Jacques Priol qui s'était tenue à l'occasion du congrès. Aujourd'hui, plutôt qu'une enquête sous la forme de questionnaire, on a choisi d'analyser les projets qui étaient déjà partagés dans les collectivités sur la plateforme Atlas et de pouvoir ainsi observer ces remontées spontanées du terrain. Donc, c'est pas forcément, à l'inverse d'autres études, quelque chose qui se prétend exhaustif ou prospectif, mais par contre, ce sont des indicateurs qui partent de ce qui se fait déjà dans les territoires, dans les collectivités du réseau Ville Internet. Ce webinaire euh, on a choisi de l'organiser dans le cadre de la Semaine de l'IA pour tous, qui est co-organisée par la MEDNUM, Make.org et Café IA, sous le haut marrainage de la ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique, Anne Le Henanff. Donc c'est un événement qui permet une sensibilisation des habitants, des citoyens aux enjeux de l'IA et à son utilisation avec des événements locaux dans les médiathèques, portés par des collectivités, mais aussi des associations, des entreprises, et donc de donner un rendez-vous commun pour mettre en lumière ce sujet et accompagner la transformation de la société à ce sujet. Donc, je vais vous partager un peu plus tard dans le chat un questionnaire d'impact de l'événement qu'on a donc inscrit dans la cartographie des événements Semaine de l'IA pour tous. Et donc, on remercie ces organisations de, voilà, de pouvoir
événementialiser et faire rayonner les actions de collectivités qui, pour la sensibilisation des habitants, on va le voir dans très peu de temps, est quelque chose qui est déjà en place et qui a lieu le plus souvent toute l'année. Donc, on rentre dans le cœur de ce panorama. Donc, il s'agit de plus de 260 actions qui ont été observées, partagées par 102 collectivités différentes sur la plateforme. Je ne sais pas si vous avez encore eu l'occasion de le parcourir. On va juste le survoler et je vous laisserai également le lien pour pouvoir notamment retrouver tous les exemples de projets euh, qui ont été sélectionnés pour illustrer certains types d'usages de l'IA dans les villes. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est, avant de laisser la parole aux collectivités qui vont témoigner de leurs projets de terrain, c'est un peu cette vue d'ensemble de combien d'actions et par qui elles ont été partagées, quelle est leur nature. Euh, le premier point, c'est la nette progression de publication d'actions sur ce sujet, hein. Donc, en 2023 et les années précédentes, il y avait pas ou peu d'IA générative, en tout cas dans les collectivités. Il y avait des projets d'IA analytique ou de d'autres types d'intelligence artificielle. C'était pas un sujet qui était au cœur de la publication des actions dans l'Atlas. En 2024, puis encore plus en 2025, c'est des nouvelles publications qui arrivent et on voit nettement la tendance à la hausse du fait d'endosser ce rôle, que ce soit d'outillage ou de sensibilisation, de questionnement stratégique pour le partage d'expériences. La nature des collectivités qui publient ces actions aussi a évolué. L'IA générative, sa, une plus grande facilité d'accès, une sorte de démocratisation, y compris jusqu'au grand public, fait que des communes de plus petite taille peuvent se saisir de ces sujets, mettre en place des actions. Même si aujourd'hui, c'est encore essentiellement donc des communes de 5 000 à 20 000 habitants et encore plus de 20 000 à 100 000 habitants qui sont la source du partage d'expérience en matière d'IA dans l'Atlas. Et pour les communes de 20 000 à 100 000 habitants, une commune qui partage des actions sur ce sujet, en général, ça va être en moyenne 3 actions publiées, donc des projets de nature différente qui vont être partagés à l'ensemble du réseau. Voilà, il y a également les régions représentées par ces collectivités pour vous montrer, bon, il y a une petite corrélation avec le nombre d'habitants de chacune de ces régions, hein. Ce n'est pas forcément par hasard pour les géographes qui nous suivent éventuellement, mais voilà pour la répartition nationale. Sur le contenu, on a fait l'exercice de classer les actions par type de projet. Ce qui en ressort d'abord, c'est que ce qui est prépondérant, c'est les actions de sensibilisation des citoyens. Alors là, on est pleinement dans l'action menée à l'occasion de la semaine de l'IA pour tous. Il y a une transformation sociétale. Tout le monde n'ose pas forcément utiliser l'IA, ne comprend pas comment ça marche. Et il y a plein de types d'usages, qu'ils soient pro, perso ou autres. Il peut y avoir, et dans l'Atlas, on constate qu'il y a un rôle des pouvoirs publics, des collectivités, pour accompagner cette acculturation à l'IA, que ce soit pour discuter des enjeux, donc il y a eu des séminaires, des débats, des expos, que ce soit pour tester concrètement, et bien sûr une intégration de cette sensibilisation à l'IA, à ses risques et à ses opportunités, au sein des programmes d'animation de médiation numérique qui existent déjà dans les communes du réseau. Ça, c'est vraiment en quanti, le premier poste d'action qui ont été observés. La deuxième catégorie, ça va être quelque chose qui se passe à l'interne au niveau des services municipaux. Donc d'une courte tête, d'abord l'outillage des agents, hein, donc faire de l'IA, développer des outils. Alors d'abord à l'interne pour soi-même, pour tester, pour voir comment ça marche, pour avoir des usages concrets dans les métiers. Donc là, il va y avoir des assistants IA, des outils de recherche augmentée, des choses qui vont faire de l'aide à la rédaction, de la saisie, enfin du speech to text pour passer d'une réunion à une note de réunion ou à un procès-verbal de compte-rendu de conseil municipal. Il y a ce type d'outils-là. Et presque à égalité aussi des questions de formation des agents et de stratégie interne. Donc la mise en place de groupes de travail, de séminaires, un audit des usages réels, puisque effectivement, c'est pas parce que la collectivité
n'a pas mis en place un outil dédié auprès des agents, que personne n'utilise l'IA à côté. Donc le Shadow AI existe, et donc là aujourd'hui, en termes de maturité, on observe qu'il y a d'abord une utilisation et une formation à l'IA qui passe d'abord par l'interne. Voilà, et donc en troisième niveau, il y a effectivement l'utilisation d'outils à destination du territoire ou des citoyens, vers l'externe, entre guillemets. Et donc là, on va avoir des usages dans l'espace public liés, par exemple, à l'analyse vidéo, à des questions d'économie d'énergie, de sécurité, etc. Alors, qui n'utilisent pas nécessairement de l'IA générative. Là, on a des projets aussi un peu plus anciens qui utilisent donc de l'IA analytique, qui peuvent être intégrés à certains outils métiers. Et par contre, ce qui est plus nouveau, plus récent, c'est des services numériques aux citoyens sur des applis ou les sites web qui, eux, mobilisent de l'IA générative. Et donc là, effectivement, ce qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est un chatbot qui va utiliser les informations du site municipal, donc avec de l'IA en RAG, qui va pas inventer à partir d'un modèle généraliste très très large les réponses de la recette du tofu, mais bien qui va aller puiser ces informations dans les pages du site municipal qui est indexé, ou une base de connaissances autre, pour aller fournir des réponses de manière sûrement plus rapide et plus rédigée que si on doit parcourir les nombreuses rubriques du site internet, ou avoir déjà une expertise en termes de vocabulaire, de lexique pour aller chercher une information juridique, par exemple. Donc voilà un peu pour l'ensemble de ces actions. Vous pouvez donc sur l'article Panorama aller en voir de nombreux exemples de qualités de taille diverses. Et je vais laisser la parole aux deux collectivités qui vont témoigner aujourd'hui. On va commencer à Martigues avec Romain Roca, directeur d'innovation numérique et des systèmes d'information, que je laisse présenter la ville et les projets en matière d'IA. Alors, bonjour à tous. Merci, Mickaël, de l'introduction, de la présentation. C'était intéressant. Bon, après, on retrouve aussi ce qu'on connaît déjà des îles Internet. C'est vrai que nous, sur Martigues, on a toujours une politique assez volontariste en termes de médiation numérique et on est dans le process de ville Internet depuis de nombreuses années avec des fortes, forte coloration, sensibilisation et accompagnement citoyen, médiation numérique. Donc c'est vrai que naturellement, les premières actions qu'on a fait rentrer dans notre atlas et qu'on a déployées sur le territoire sont des actions de sensibilisation. C'est pas c'est pas les actions dont enfin, c'est pas l'action que je vais présenter aujourd'hui. Autant on a été globalement dans la temporalité de la sensibilisation IA des citoyens, autant sur la question du déploiement en interne dans la collectivité, on a pris le temps avant de se lancer dans la démarche. Et c'est plutôt voilà, ce projet-là que je voulais vous présenter. Alors, projet qui est bien évidemment totalement en cours. Donc, voilà, je vais vous présenter en l'état à aujourd'hui ce que ça donne. C'est le projet de quelle démarche IA, comment on a structuré la démarche IA de la collectivité pour pouvoir déployer de la bonne manière. Quand j'ai de la bonne manière, c'est la manière dont les élus le souhaitent, les outils d'IA au sein de la collectivité. Alors, on a eu deux phases. Une première phase qui s'est déroulée l'année dernière avec une démarche d'acculturation relativement sommaire, mais quand même qui a touché le collectif de direction, où on a acculturé et fait échanger les directeurs sur les enjeux de l'IA par un certain nombre d'ateliers, par un séminaire, par euh, des ateliers pratiques également et de tables rondes pour permettre aussi à chaque directeur qui avait des sensibilisations et des connaissances des pratiques de l'IA relativement différentes, de pouvoir avoir une vision qui était un peu plus documentée. Donc ça s'est joué l'année dernière, 2025, et puis là, en 2026, on a engagé le deuxième chantier, qui est du coup le vrai chantier de la démarche IA, comment déployer l'IA au sein de la collectivité.
Alors, on a pris le parti, à la différence des projets numériques qu'on peut déployer au sein de chaque direction, on a pris le parti de construire un groupe de travail sur le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de la collectivité. Et ce groupe de travail a délibérément été choisi de manière pluridisciplinaire et donc réparti à l'ensemble des secteurs et des directions de la ville, mais également du CCAS et du CIAS, parce comme c'est souvent le cas au sein des mairies, on s'occupe également du numérique de ces deux structures-là. Mais au-delà de la répartition en termes de secteurs, on a essayé de construire le groupe avec des avis divers, des sensibilités diverses sur l'IA. La mission de ce groupe de travail, elle est de piloter sur le long terme la démarche d'intelligence artificielle sur la ville, le CCAS et le CIS. Alors, piloter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les missions, donc il y a 3 grandes missions qui sont portées aujourd'hui par ce groupe de travail. D'ailleurs, le groupe de travail, la seule personne du numérique dans ce groupe de travail, c'est moi, même si je porte le budget et la démarche. En attendant, le groupe de travail est majoritairement composé d'agents qui ne sont pas du tout en lien avec le numérique, parce que voilà, on est parti du constat que tout le monde fait que c'est au-delà d'un sujet technique, c'est aussi un sujet de société. C'est un sujet qui touche tout le monde à différents endroits et voilà, on ne voulait pas le cantonner, l'enfermer avec une vision qui pourrait être biaisée parce qu'on est issu voilà, on a une appétence forcément sur le numérique un peu plus grande. Donc dans les missions du groupe, première mission, c'est euh, la gouvernance, donc la création avec la création d'une charte qui va être votée en conseil municipal et qui va permettre de pouvoir, de manière relativement simple, cadrer et expliquer les usages que la collectivité devra faire ou fera de l'IA. Et ça permettra aussi aux agents de pouvoir s'inscrire dans cette charte, d'avoir un document qui indique un peu le positionnement de nos élus et de la collectivité sur ces nouveaux outils. Jusqu'alors, on n'a pas eu de démarche particulière. Donc, on n'a ni fait la promotion, ni limité l'usage de l'IA. Donc, bien évidemment, il y a un certain nombre de Shadow IA qui sont lancés. Pour la petite histoire, à 1 an d'intervalle, on a mesuré une augmentation de l'utilisation des différents outils ou LLM IA qu'on peut connaître tous de 400%. Donc, voilà, les agents l'utilisent de plus en plus. Deuxième mission importante de ce groupe de travail, c'est le déploiement de cas d'usage. Comment le groupe de travail va pouvoir piloter le déploiement du cas d'usage. Alors, piloter le déploiement du cas d'usage, c'est déjà répondre à différentes contraintes. Déjà, une contrainte forte de souveraineté, de respect des données personnelles, une contrainte financière, parce que oui, l'IA, ça permet de gagner en efficacité, mais ça peut prendre aussi une part importante du budget de la collectivité. Et nous, on doit aussi organiser notre réflexion avec une contrainte forte financière. Et troisièmement, comment on évalue les cas d'usage pour que on essaie de limiter ou en tout cas, on prévienne le risque de la gadgetisation du déploiement. Donc, pour cela, on a identifié, on a construit deux questionnaires pour entrer un peu dans le côté pratique de la démarche, deux questionnaires, un questionnaire à l'ensemble des directeurs et un autre questionnaire à l'ensemble des agents, le questionnaire à l'ensemble des agents étant anonyme. Les deux questionnaires portaient deux objectifs totalement différents. Le premier objectif du questionnaire sur les directeurs était de pouvoir comprendre un peu mieux l'organisation de chaque direction et pouvoir, avec les directeurs ou des personnes qu'ils auraient pu identifier au sein de notre direction comme étant un peu plus
un peu plus experte sur le domaine, pouvoir identifier quels pourraient être les axes d'amélioration. Pour cela, on a construit un questionnaire relativement dynamique qui se trouve être en fait un échange avec un chatbot. Alors ça a permis de pouvoir construire un échange plus sous la forme de la discussion, plus que des formulaires un peu statiques, où en règle générale, tout du moins dans notre contexte, eh bien, on a du mal à identifier réellement voilà, une valeur ajoutée sur les réponses. Et deuxième type de questionnaire qu'on a envoyé à l'ensemble des agents, donc toujours sous la forme d'un chatbot, euh, pour identifier quel était l'usage qu'ils pouvaient faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le cadre professionnel et qu'est-ce qu'ils attendaient de la collectivité. Donc ces deux réponses nous permettent de pouvoir, d'un côté, construire une charte qui va en partie répondre à leurs attentes. D'ailleurs, dans les attentes, ce qui est assez globalement remonté, ce qui est assez positif, c'est que, bon, bien évidemment, ceux qui ont répondu, il y a une grande partie qui l'utilisent déjà. Et s'ils n'ont pas particulièrement d'inquiétude pour leur utilisation perso, ils attendent quand même de la collectivité de fournir un cadre sécurisant pour les actions qu'ils vont mener dans leur vie professionnelle. Donc, ça va aussi dans le sens de la démarche. Et on a lancé deux expérimentations aujourd'hui en s'appuyant sur un outil qui est un peu qui sera un peu le socle des cas d'usage qu'on va lancer. On travaille, nous, sur un orchestrateur qui nous permet, en fonction des données qui sont envoyées au moteur de langage, de pouvoir identifier des moteurs qui sont open source et hébergés sur des infrastructures totalement sécurisées, ou partir sur des moteurs qui sont un peu plus spécifiques et donc potentiellement un peu moins sécurisés, mais alors du coup avec des données qui sont moins sensibles. Et quand on a besoin de faire appel à des sujets avec une expertise un peu plus forte, avec des réponses un peu plus précises et un peu plus poussées, ben, potentiellement passer sur des modèles payants. Et du coup, ça nous permet d'avoir, parce qu'on route, on aiguille en fonction des besoins, ça nous permet d'avoir quand même une souplesse assez forte sur le modèle utilisé et une maîtrise sur le coût d'utilisation. Donc les deux sujets qu'on a lancés, bon, il n'y a rien de super original, mais le premier, c'est la génération de comptes rendus. Alors on a fait le choix, parce que la charte est en cours de création, de ne pas commencer à déployer des enregistrements pour la génération de comptes rendus, parce que voilà, on identifie que ça soulève quand même un certain nombre de questions au-delà de la question des données perso, c'est ce qui s'échange en réunion. À partir du moment où les réunions sont enregistrées, le risque, c'est qu'en fait, ils ne disent plus rien dans ces réunions. Donc, voilà, est-ce qu'on veut être efficace dans des comptes rendus qui auront plus d'intérêt, ou est-ce qu'on veut passer un peu plus de temps à rédiger des comptes rendus pour des réunions qui ont eu un intérêt, sur lesquelles les gens ont pu s'exprimer en toute transparence. Voilà, donc là, ça fait partie des sujets qui seront soulevés dans la charte. Et deuxième cas d'usage qu'on est en train de tester, c'est l'intégration de l'IA à notre outil de messagerie qui se trouve être Zimbra. Bon, voilà, donc ça, c'est les deux sujets. Et donc, le groupe de travail va venir à cet endroit pour évaluer les cas d'usage et pouvoir, avec une grille d'évaluation qu'on va devoir construire, identifier si ben, le cas d'usage répond bien aux attentes définies ou ne répond pas aux attentes définies. Donc, on se lance aussi dans une démarche d'expérimentation qu'il va falloir aussi expliquer et aux agents et aux élus, ben, qu'on est potentiellement en capacité d'abandonner un certain nombre de démarches parce que ben, elles n'ont pas répondu totalement à ce qu'on pouvait attendre. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, c'est ce qu'on prône, il ne faut pas avoir peur d'abandonner. Bon, et le troisième pilier de ce groupe, c'est la sensibilisation des agents de la collectivité. On a lancé, alors c'était mardi la première session, on a lancé 10 sessions de sensibilisation à l'IA, à l'ensemble des agents de la collectivité. Alors la ville de Martigues, il y a 2000-2200 agents.
voilà, on essaie de répartir un certain nombre de sessions pour que tous les agents qui souhaitent y participer puissent participer à ces séances de sensibilisation pour avoir quelques petites billes, quelques petits leviers sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est conseillé, ce qui est risqué. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'utilisation, et d'autant plus comme on ne peut pas le cadrer, parce qu'on est essentiellement sur du shadow AI, c'est bien aussi d'accompagner les utilisateurs pour que, et sur leur démarche pro, mais également sur leur démarche perso, ils puissent se poser les, euh, les bonnes questions. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est en plein dans la démarche. On imagine pouvoir commencer à passer en production sur les deux cas d'usage que je vous ai cités, mais il y a une multitude dans les tuyaux, comme la question de la qualification des demandes d'intervention de la DSI. Il y a une multitude de sujets sur la RH, sur les services techniques pour arriver à avoir beaucoup plus de précision dans l'analyse de panne, notamment sur des questions euh, d'expertise frigorifique qu'on peut avoir. Donc, il y a une multitude de cas d'usage qui sont identifiés, sur lesquels on va travailler, et on espère là se projeter sur 6 mois, 12 mois pour commencer à avoir des, euh, des, des déploiements qui sont en prod et utilisés de manière efficace par nos agents. Voilà, j'ai essayé de faire rapidement le tour de ce qu'on a pu mettre en place. Voilà, on est vraiment en plein milieu de la démarche là pour le coup. Ouais, merci beaucoup, ça donne une bonne indication d'une méthode déjà qui va aller au-delà de la DSI et bien aller chercher les acteurs des différents services et puis d'un état de maturité qui prend son temps pour ne pas forcément se précipiter sur il nous faut de l'IA, il nous faut de l'IA, mais bien à quoi ça sert et laquelle on choisit et combien ça coûte et comment est-ce qu'on évalue dans le temps la progression. Donc si vous avez des questions dans 5 petites minutes, on pourra les regrouper pour les deux collectivités. Et donc là, je vais plutôt passer la parole à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Donc c'est Jean-Thomas Poletti et Tamia Mori qui travaillent tous deux à la direction des systèmes d'information de cette communauté d'agglomération en Corse. Oui, bonjour. Donc, Jean-Thomas Follet, effectivement, directeur des systèmes d'information et du numérique à la communauté d'agglo du pays ajaccien. Je suis en compagnie, vous l'avez dit, de Tamia Mori, qui est responsable du service de l'aménagement numérique. Donc, c'est une direction mutualisée avec la ville d'Ajaccio, qui est la principale commune, hein. C'est 100 000 habitants grosso modo, sur l'ensemble du territoire et 80 000 pour la ville. Ça représente 2000 agents et grosso modo 1300 postes informatisés. Donc voilà un peu pour rentrer le présentation. Alors concernant l'IA, le sujet s'est posé de manière assez naturelle puisqu'en fait on la retrouve maintenant dans beaucoup de nos usages perso et donc la nécessité de proposer des services pour les usagers et pour les métiers adossés à l'IA, c'est un peu imposé, c'est un peu imposé à nous. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, je surveille un peu le chronomètre, mais il y a trois axes avec des approches et des niveaux d'avancement différents. Alors, bien sûr, on s'intéresse à l'IA au service des usagers. Pour l'essentiel, ça revient à mettre en place des solutions qui intègrent de l'IA et qu'on retrouve sur les sites institutionnels. Tania a travaillé là-dessus et pourra sans doute en dire quelques mots s'il y a des questions sur le sujet. Il s'agit de bots conversationnels pour les services les plus sollicités. Donc le but, c'est de permettre aux usagers de retrouver rapidement et simplement une information. Ça peut être un menu de cantine, des informations sur des démarches administratives, des horaires de bus, etc. Et toujours avec le souci de répondre aux sollicitations des usagers, se pose aujourd'hui la question de l'accueil téléphonique, à minima en dehors des heures ouvrées. Donc toujours pareil, hein, le but c'est que d'apporter une réponse, mais y compris à des heures où si on appelle la mairie ou la CAPA, personne ne répond. Donc là, ça permettrait d'avoir une réponse, même si il ne pourra pas passer les services, mais enfin, ça pourra déjà apporter une réponse. Donc ça, c'est un peu sur le volet utilisateur. Après, ça nous dépêche un petit peu. Il y a le sujet de l'IA au service des métiers, qui est quand même un gros morceau.
Alors, il s'agit déjà de cadrer l'usage de l'IA. Bon, l'interdiction enfin, ça nous semble complètement impossible et même, enfin, de manière générale, ça semble même non souhaitable, hein, finalement. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les agents, de partager avec eux une charte d'utilisation de l'IA. Ça rejoint un peu ce qui était dit avant. Le principal danger pour nous, évidemment, c'est la perte de la maîtrise de notre patrimoine informationnel. Donc, on va se poser la question, bon, ça a été expliqué par le collègue sur la classification de la donnée, comment on la traite, où on la traite, et ainsi de suite. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est aussi de mettre à disposition des métiers des agents IA en fonction de cas d'usage, métiers identifiés, par exemple la rédaction de marchés publics, par exemple un livret d'accueil, des démarches RH aussi, un agent spécialisé pour les démarches RH, pardon, de l'analyse d'image aussi, c'est des choses qu'on a eu à traiter. Bon, et puis à terme, alors ça c'est peut-être un rêve, mais bon, ça serait même de mettre des agents en remplacement de couches applicatives. Hein, c'est-à-dire, ça serait les agents qui feraient l'interface entre les humains et les bases de données, ce qui simplifiera énormément pour l'utilisateur les actions et l'accès à la donnée. Alors, pour faire ça et pour convaincre, parce qu'il faut quand même convaincre, on est en train de monter, enfin, on a préparé, là, on monte un POC dans un mois avec un LLM hébergé chez nous. Alors, c'est pas la solution cible du tout, mais c'est vraiment pour montrer ce que ça peut faire. Le but, c'est de présenter aux directions générales des cas d'usage et la plus-value de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, ça me permettra déjà de convaincre, bien sûr, et puis ça permettra aussi aux équipes de la direction de se familiariser avec l'exploitation de ce genre de solutions et avec comment on alimente en données le LLM, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à l'IA en fonction de nos besoins. Voilà, ça c'est vraiment assez central pour ce genre de solution. Et puis concernant la généralisation, là, on a commencé un peu à explorer quelques pistes. Et bon, ça passera forcément par de la location de machines IA chez un hébergeur, qui loue de la carte graphique, hein, de la puissance de calcul pour héberger un LLM. Donc LLM, donc on est sur plutôt de l'IA de type RAG, hein, LLM avec de la donnée bien spécifique. Et enfin, il y a un dernier axe sur lequel là on est vraiment bien avancé puisque ça concerne notre direction, c'est l'IA au service des développeurs. On a la chance d'avoir 5 développeurs au sein de la direction. Et donc, notre volonté, ça a été d'exploiter au mieux cette ressource. Alors, pourquoi on s'est dit ça? On est soumis, bon, j'imagine comme tout le monde, hein, à des contraintes budgétaires assez fortes. Et donc, dans ce contexte, on souhaite bien développer encore plus l'activité de développement interne. Donc, réaliser de plus en plus de développement en interne, ça va nous permettre d'abandonner des solutions qui étaient prises sur étagère euh, par manque de temps. Voilà, c'était solution un peu il fallait répondre à un besoin métier, on n'avait pas le temps de développer. Mais là, ça va nous permettre quand même donc et de réaliser des économies. Donc, ça veut dire qu'en début d'année, pour ça, il a fallu d'abord structurer l'activité de développement, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe au sein de la direction et avec quel outil pour que tout le monde travaille de la même façon. Une fois ce cadrage réalisé, on a intégré donc de l'IA pour augmenter nos capacités de développement. Alors, quand je dis augmenter, c'est très 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 notablement. On est sur des temps de développement divisés par 10, hein. Donc ça veut dire on développe plus vite évidemment, on développe mieux et on sait répondre aux besoins métiers de manière plus précise. C'est faire du sur-mesure. Alors, ce sont des projets qui ont quand même quelques risques au sens projet du terme. Alors bien évidemment financier parce que ça coûte cher. Mais si on met tout bout à bout, l'ordre de grandeur, si on va avec un LLM hébergé, on est sur du 100 000 euros par an en estimation. Donc ça fait quand même par là, c'est pas neutre. Enfin, en tout cas pour nous, c'est pas neutre. Euh, et puis après, il y a un danger
qui me semble peut-être être le plus important, c'est la bonne compréhension, et ça c'est aussi notre boulot, hein, d'aller porter la bonne parole, enfin, la bonne compréhension de ce que fait l'IA et surtout de ce qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui est magique. Et en gros, si les données qu'on lui donne en- pour le nourrir, enfin, pour alimenter le LLM sont mauvaises, eh bien, les réponses seront mauvaises. Donc voilà, ça, c'est pas toujours évident de faire comprendre au métier que ce sont pas des sujets qu'on porte seuls, et c'est très important de les porter avec eux, notamment sur le volet apprentissage. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps, mais c'est d'être le plus rapide Oui. possible. Merci. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors effectivement, on a pris un petit peu plus de temps que prévu pour l'ensemble des retours témoignages, mais je pense que c'est précieux et c'est bien de pouvoir prendre le temps de partager un peu ce qui se passe dans chaque collectivité. Si vous voulez prendre le micro pour poser une question dès maintenant, n'hésitez pas. Sinon, on peut continuer à les compiler dans le chat pour avancer sur la suite des présentations. Donc, vous avez vous avez les éléments de lien pour consulter l'ensemble du panorama. Pour information, donc on va continuer ce type de format euh, tout au long de l'année sur chacun de nos engagements. Et donc le prochain panorama, ce sera le 6 juillet sur l'égalité d'accès au numérique. Donc l'idée, ce sera de faire un focus sur différentes formes d'actions d'inclusion numérique, que ce soit dans la médiation, sur de l'accompagnement aux démarches administratives ou de manière plus technique sur l'accessibilité des sites et applications. Donc, même principe que pour ce panorama IA, il va y avoir un appel à toutes les collectivités du réseau pour actualiser leurs actions, pour faire remonter une action phare ou un témoignage d'un élu, d'un responsable de service qui souhaite mettre en lumière un projet. Et donc ça va nous permettre de faire un article, pareil, d'avoir une forme d'évaluation de la maturité des collectivités dans l'Atlas et puis des partages sur les réseaux sociaux pour participer toute l'année sur l'Atlas, pas seulement à l'approche de la clôture du label et d'animer ce partage d'expérience. En parlant de la participation au label, je passe donc sur ce volet, euh, peut-être un petit peu en accéléré par rapport à d'autres webinaires que j'ai fait précédemment, mais on va y arriver. Donc on ouvre cette séquence parce qu'on fait un lancement symbolique de la participation à l'occasion de la semaine de l'IA. La participation au label 2027, c'est la 28e édition, elle est ouverte techniquement depuis début mai. Et donc ce label Territoire, Ville et Village Internet, il permet de récompenser les efforts et les démarches des collectivités en matière de services publics numériques avec une graduation de 1 à 5 arrobases, donc les fameux panneaux. Ce label est remis chaque année à plus de 200 collectivités. Vous avez ici les chiffres clés du palmarès du label 2026. Il y a des communes de toute taille qui participent et l'ensemble des régions métropolitaines et la plupart des territoires d'outre-mer sont représentés. Euh, donc, si vous participez, si votre collectivité participe cette année, vous ferez partie des collectivités qui seront labellisées en janvier 2027. La cérémonie se tenant à l'occasion donc du Congrès national des élus numériques sur 2 jours, les 28 et 29 janvier 2027 à Fontenay-sous-Bois. Euh, donc, ce label, c'est une marque territoriale qui est unique en Europe et qui est reconnue nationalement, qui permet d'afficher des panneaux en entrée de ville. Donc, c'est une question d'attractivité du territoire et également ça donne lieu à une couverture presse nationale, régionale et locale. Et la cérémonie dont j'ai parlé, c'est l'occasion idéale pour développer votre visibilité et valoriser les actions numériques de la collectivité auprès des habitants, puisque effectivement, tout ce qui se passe en matière de numérique au sein des services municipaux n'est pas toujours bien visible dans l'espace public. Et il y a un effort de communication permanent, que ce soit pour accompagner les citoyens dans leur démarche, mais aussi faire connaître les différentes avancées de cette politique publique numérique.
Cette participation au label, elle repose sur la plateforme Atlas, parce que ce qui est sous-jacent, c'est d'abord et avant tout le partage d'expériences entre les collectivités du réseau. Donc, il s'agit de publier des initiatives numériques locales qu'on appelle des actions, comme celle sur l'IA que vous avez vue, mais il y a bien d'autres sujets qui sont représentés. Donc sur cette plateforme, vous pouvez consulter et publier ces actions. C'est à la fois un outil de veille et le support de la participation. C'est deux en un. En pratique, on peut donc voir ce que font les autres collectivités pour utiliser le numérique afin de rendre des services aux citoyens du territoire. Et bien sûr, au-delà des informations partagées sur la plateforme, c'est avant tout un réseau humain. On retrouve des acteurs inscrits avec leurs coordonnées. Donc, il y a des maires, des élus numériques, des DSI, des DGS, d'IRCOM, etc., différents agents et différents profils. Les membres de l'association ont accès à cet annuaire de coordonnées pour pouvoir prolonger le partage d'expérience au-delà des événements donc, qui sont organisés dans les territoires et notamment celui du Congrès. Donc, il y a un intérêt aussi en communication sur vos actions en elles-mêmes. Le moment de la labellisation, c'est le temps fort à l'échelle nationale pour communiquer à destination de la presse et des habitants. Mais effectivement, avec des temps comme aujourd'hui, c'est aussi le moyen de les mettre en avant dans le cadre des programmes éditoriaux de l'association. La mosaïque, c'est le cœur de la participation au label. Donc, quand on publie une action, on va aller la classer dans ces 16 enjeux qui recouvrent l'ensemble des champs de la politique publique d'une collectivité. Il y a les compétences communales, mais pas que, hein, ça va un peu au-delà. L'idée, c'est que la participation au label, ce soit pas une fin en soi, qu'elle soit utile, que ce soit un moyen utile de construire une vue d'ensemble de la politique publique numérique de la ville et donc d'aider les élus et les différents services d'identifier la dimension numérique sur l'ensemble de leurs projets et de réaliser cet autodiagnostic pour mettre en place les prochains services. Donc pour ça, vous avez à disposition un référentiel de 145 services, donc des types d'usage du numérique. C'est plutôt un classement sous l'angle des usages plutôt que celui de quel outil, quel techno, etc. Et donc de dire à quoi sert le numérique citoyen sur mon territoire. Donc c'est le fil conducteur de votre navigation sur la plateforme. Et en termes de calendrier, donc la participation a commencé. Elle sera clôturée le 4 novembre. Voilà, c'est le bon moment pour commencer à saisir ces premières actions si vous êtes nouveau dans le réseau. Et sinon, effectivement, si vous participez plusieurs reprises, depuis plusieurs années, ben, vous pouvez suivre effectivement plutôt axé sur les actions inclusion et accessibilité d'ici juillet pour suivre un petit peu ce mouvement de partage d'expérience au sein du réseau. Et donc la cérémonie de remise à Fontenay-sous-Bois en janvier 2027. Je vais faire brièvement les quatre étapes de la participation et plutôt que de dérouler mes diapos, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les interfaces. Pour participer au label, euh, il y a ça fait partie des droits des membres de l'association. Il y a une question administrative du bulletin d'adhésion. Il y a la nécessité d'inscrire des référents sur la plateforme pour des utilisateurs qui vont pouvoir publier les actions et accéder aux différents outils. La mise en ligne des publications et un parcours de clic-clic pour pouvoir valider sa participation techniquement avant la clôture et permettre l'export par le jury. Donc, je vais plonger directement sur la plateforme. Là, vous êtes sur le site de l'association, on retrouve le panorama, une présentation un peu vitrine. Et dans l'espace connecté, vous allez retrouver le nouveau tableau de bord. Alors, je le montre effectivement parce que il a été récemment développé, il est en prod depuis 2 semaines à peine, il permet de faciliter un peu les accès aux différents outils, de la plateforme. On retrouve son profil utilisateur. Si on est rattaché à aucune collectivité, on peut aller chercher une ville française, n'importe laquelle, puisque on a un jeu de données open data qui permet d'aller d'accéder. Chaque collectivité, chaque commune a déjà sa page dans l'Atlas. Une fois qu'on est rattaché à une commune, donc j'ai pris comme exemple nos invités, mais effectivement, on peut avoir accès aux outils
ouvert pour la commune membre. Euh, on a, pour passer en revue les nouveautés, il y a également une remontée des actions récentes et un lien vers la cartographie de l'Atlas qui permet d'aller explorer un petit peu les cas d'usage dans les autres collectivités. Les prochains événements de l'association et de l'écosystème, et puis les derniers articles éditoriaux. Donc voilà, il y a un feed, entre guillemets, permanent pour encourager à utiliser fréquemment l'outil. Euh, la publication d'une action, euh, c'est des champs qui sont pour la plupart facultatifs et qui permettent de faire un retour d'expérience sur des projets. Donc vous avez des petites aides pour inspirer la saisie de ces différents champs. Il y a une grande partie qui sont publics, transparents pour les citoyens, pour répondre facilement à la question pourquoi ma ville a eu trois arrobases. Eh bien, venez voir tous les projets qui ont été publiés. C'est la meilleure réponse à faire de pouvoir à cette occasion dévoiler le catalogue de services. Les derniers champs, en revanche, sur les prestats, les outils, les recommandations, etc., sont eux réservés aux membres du réseau, donc pour faciliter le fait de plus de partage d'expérience entre pairs. Et ils sont bien sûr mis à disposition du jury chargé de l'évaluation également. Une action, ce qui est indispensable, c'est d'aller la classer dans le référentiel de service. Donc si par exemple on fait une action de sensibilisation à l'IA auprès des seniors, on va aller dans médiation en disant que c'est pour des publics spécifiques, que c'est un dispositif d'initiation à des outils numériques. Et dans innovation, on va aller dire que ça recouvre le champ de l'intelligence artificielle. Et on va avoir cette fiche projet qui est créée et qui est classée. Et cette étape-là, elle va permettre de retrouver dans sa mosaïque directement euh, les chiffres clés des actions telles qu'elles sont classées dans les différents enjeux. Et donc, si par exemple on va dans éducation, on va retrouver sur la gauche tous les services qui sont partagés par les collectivités du réseau. Si on en sélectionne un, on va aller voir les actions qui sont en regard. Et sur la droite, c'est les actions de la collectivité elle-même. Donc, on retrouve ces projets classés sur ce référentiel. Si un service reste en gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de projet déposé aujourd'hui. Donc en creux, ça remplit un questionnaire de participation au label qui va dire cet usage, il est déployé par quel projet. Ceci, par contre, bah, soit on mobilise pas le numérique, soit c'est un peu hors scope sur nos compétences ou pas une priorité de mandature et donc c'est pas réalisé. Mais ça ouvre un petit peu aussi cette évaluation, la boîte à questions est-ce qu'on n'utiliserait pas le numérique pour faire ça? Comment? Est-ce qu'on peut aller rechercher de l'inspiration chez les autres collectivités? Donc voilà, le cœur de la participation, c'est effectivement, je publie des actions, on les retrouve dans la mosaïque. Et dans un deuxième temps, on va voir notre mosaïque et on va voir ces services pour lesquels on n'a pas publié d'action pour aller aussi casser peut-être un peu les silos, aller échanger avec les élus, avec les autres directions de services de la commune pour partager cette vision globale de la politique publique numérique. Voilà, et si je vais dans le parcours utilisateur un peu de la participation au label qui est ici, donc on a une déclaration pour dire je souhaite participer cette année en clic-bouton. On a un dossier entre guillemets papier qui va mettre à plat la mosaïque pour aussi échanger, pas forcément que à travers les écrans, mais peut-être avec quelques papiers sous la main, échanger autour d'un bureau. Donc ça peut faciliter un peu le partage au sein de la collectivité différentes ressources de conseils. On a des informations sur la commune qu'on peut compléter. La mosaïque, qui est vraiment le cœur de la participation, donc on la retrouve à nouveau ici. Je précise également qu'on peut sélectionner des services et créer une action directement à partir de ce qu'on a coché là. Ça peut faciliter la saisie également. Une étape qui va permettre de faire un retour à la fois au jury et à l'équipe Ville Internet sur le processus de participation pour qu'on continue d'année en année à améliorer le dispositif. Et de manière facultative, le fait de pouvoir répondre à des questionnaires complémentaires si on est intéressé par une mention thématique. Par exemple, en matière de transition écologique ou de médiation numérique, bah là, il y a un questionnaire qui va aller un petit peu plus loin sur les actions de ce champ-là pour espérer décrocher cette mention qui est un atout com et un levier de mobilisation des équipes supplémentaires par rapport aux arrobases. Et enfin, la validation du dossier. Donc, celle-ci, elle doit être faite impérativement avant le 4 novembre.
Elle peut être faite beaucoup plus tôt parce qu'en réalité, il s'agit surtout de confirmer que quand viendra le moment d'exporter les dossiers pour le jury, euh, c'est pas une démarche qui a commencé sans forcément aboutir et qu'il y a vraiment la confirmation qu'on peut envoyer vos données. Donc, il est possible de valider le dossier bien plus tôt, dès cet été. Dans ce cas-là, vous aurez sur cette page-là quelques chiffres clés des actions prises en compte, non prises en compte, etc. Et toutes les actions qui sont ajoutées au fil de l'eau jusqu'à la clôture du 4 novembre seront bien prises en compte, même si elles sont ajoutées a posteriori. Donc voilà pour la vue d'ensemble du processus et des outils dispo sur la plateforme. J'ouvre le micro aux questions éventuelles sur ces sujets. Je précise juste que je vais vous passer l'ensemble des diapos qui permettent ouais, du coup, il y a des liens qui vous ramènent un petit peu vers tout ce que je vous ai montré également de manière plus dynamique en les parcourant, voilà, avec les ressources clés.